On y va. Bonjour à tous, bienvenue donc à notre webinaire qui, se déroule chaque mois pour évoquer avec vous des problématiques que, chacun d'entre vous peut rencontrer sur le bloc opératoire. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement détendu parce que c'est pas moi qui vais animer, ce webinaire. Je vais, laisser le stress à Thomas Cazet, mon associé en fait et donc le fondateur, et quelque part le cerveau de Datamento. Donc il va vous parler spécifiquement, de la réunion de programmation. Donc vous en avez certainement l'habitude, on a des outils de communication pour pouvoir interagir tous ensemble, via l'onglet sur votre gauche, a priori, en fait, de conversation et QR questions-réponses afin de, voilà, de rendre l'échange interactif, que vous puissiez nous poser quelques questions, voilà, nous interpeller sur, quelques remarques ou quelques, fonctionnements propres à votre établissement pour qu'on puisse, échanger un petit peu là-dessus. Thomas va vous parler de bonnes pratiques. On imagine bien que certainement vous en avez aussi de votre côté, donc n'hésitez pas à les partager, à nous faire part de vos réussites ou de vos écueils pour qu'on puisse enrichir un petit peu la conversation et que tout cela soit profitable à chacun d'entre nous. Dans l'onglet conversation, j'ai dû rajouter mon email et mon numéro de téléphone pour tous ceux qui seraient intéressés, pour, approfondir le sujet du jour ou pour, réserver avec moi un créneau de démonstration personnalisé relatif à Performance Block et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Performance Block, on évoquera entre autres le sujet durant ce webinaire. Donc je vais, maintenant je vais me taire et je vais laisser la main à Thomas, qui, donc le directeur Datamento, pour ma part directeur commercial de Datamento, qui va vous parler donc, de la réunion de programmation. Merci Charles. Est-ce que tu peux me confirmer que, un, vous m'entendez correctement et deux, je partage mon écran sur le support de présentation? Je te confirme tout ça. C'est bon. Parfait. Eh bien, bonjour à tous et je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Moi, je suis ravi de vous associer pour partager un moment de mise en commun de bonnes pratiques qu'on a eu l'occasion d'observer avec les établissements avec lesquels on travaille dans la mise en place du pilotage de l'activité de leur bloc opératoire. Aujourd'hui, on vous propose de s'intéresser spécifiquement à un temps hebdomadaire, qui est le point de départ au bon déroulé d'un programme, c'est la réunion de programmation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me permettre une présentation de Datamento, de ce que l'on fait, comment on le fait. Et comme on va aborder le sujet d'indicateurs au service de la réunion de programmation, je me prendrai quelques minutes pour réasseoir quelques fondamentaux méthodologiques qui permettent de s'assurer qu'on a la bonne interprétation des indicateurs. Puis évidemment, c'est l'objet de ce webinaire, pouvoir partager des bonnes pratiques en réunion de programmation. Bon, Datamento, qui on est, ce que l'on fait, on est une société grenobloise qui a 10 ans cette année, installée à Grenoble. Pour ma part, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans la production d'indicateurs du bloc opératoire et ça nous a permis de construire une très forte expertise sur ce sujet et d'être reconnu comme leader des outils de pilotage du bloc opératoire en France. On travaille avec 150 établissements, 50 clients, 150 établissements parce qu'on travaille notamment avec le groupe privé Elsan et on équipe une centaine de leurs établissements. Et au travers de notre solution Performance Block, c'est plus d'1,5 million d'interventions qui sont monitorées tous les ans avec un niveau de détail extrêmement riche pour pouvoir produire des analyses à la fois en intra, mais aussi en approche benchmark. On a quelques signatures entre guillemets prestigieuses. J'évoquais le groupe Elsan. On a aussi le marché multi-ARS pour outiller des benchmarks processus. Alors, ça couvre bien sûr le bloc opératoire, mais on a d'autres sujets comme les consultations externes, l'imagerie, la chirurgie, etc. On travaille également avec beaucoup d'acteurs publics et de toute taille, des gros CHU type Lille, d'autres CHU comme Amiens, Saint-Étienne ou encore Reims, mais également des établissements de bien plus petite taille. J'ai en tête Martigues, Lannemezan, Figeac, qui ont tous comme point commun de devoir s'intéresser de près au processus de chirurgie, au plateau technique bloc opératoire, car on le sait, à l'échelle de l'hôpital, c'est un outil de production qui est extrêmement gourmand en ressources. Comment est-ce que l'on fonctionne? Comment est-ce qu'on travaille avec les établissements? Donc, notre objectif, c'est d'installer les établissements dans un contexte favorable à la prise de décision et à la mise en œuvre de plans d'action. Donc, pour tenir cet objectif, on a construit une offre qui s'appuie sur un outil dont je vais faire
la présentation rapide, un outil qui permet de produire des indicateurs experts qui font consensus auprès des acteurs du bloc opératoire, et en soi, c'est déjà une finalité, mais également, une fois que les indicateurs sont disponibles, construire une animation de ces indicateurs pour stimuler l'analyse et la définition de plan d'action, la prise de décision. Je vais m'intéresser un petit peu à cette étape de production d'indicateurs experts. Ça repose sur la mise en place technique de notre solution et une première étape qui est de l'alimenter avec des données sources à partir desquelles on va produire des indicateurs. Alors, évidemment, on a adapté notre offre pour pouvoir s'adapter à tous les niveaux de maturité qu'on observe dans le système d'information dans l'informatique hospitalière. Donc, il y a des établissements pour lesquels on vient même proposer des interfaces de recueil des informations lorsqu'il y a encore des pratiques de recueil papier. Mais évidemment, pour les établissements qui ont déjà mis en œuvre des outils spécifiques au bloc opératoire, on met en place des requêtes qui vont nous permettre de récupérer les données. Ces données qui sont d'ailleurs pas limitées au seul logiciel de bloc, car la force que l'on a mise en œuvre, c'est de pouvoir agréger aussi des données de la gestion administrative des patients, du PMSI, de la paye, de la pharmacie, etc., pour donner beaucoup plus de profondeur aux indicateurs qui sont produits. Ces données sources qui sont recueillies dans ces différents briques logicielles, elles font l'objet d'un recueil manuel, et qui dit recueil manuel dit potentiel écueil et anomalie saisie. Donc, on a évidemment la nécessité de proposer un ensemble de contrôles pour fiabiliser les données. Des indicateurs sont justes si les données à partir desquelles on les produit sont fiabilisées. Et je parlais d'une vingtaine d'années d'expertise pour pouvoir produire des méthodologies qui sont robustes, qui viennent traiter des cas particuliers du bloc opératoire. Alors, on a très régulièrement illustré ça au travers d'un exemple assez simple. Vous avez prévu une vacation dans une salle, mais il y a 1000 raisons qui font que vous allez délocaliser tout ou partie du programme. Pour autant, vous avez besoin de rattacher à la vacation l'activité qu'elle a assurée pour pouvoir évaluer sa bonne mobilisation et ses indicateurs de performance. Enfin, la troisième étape que l'on retrouve ici dans la production d'indicateurs experts, c'est de pouvoir donner des éléments de positionnement d'un indicateur et donc se permettre de s'évaluer dans un référentiel intra-établissement, mais aussi un référentiel extra-établissement. L'idée, c'est de pouvoir se challenger par rapport à des performances accessibles. Vous n'allez pas définir un même niveau de performance pour une activité réglée d'ophtalmologie limitée à la cataracte, comme vous allez définir un niveau de performance pour une activité à plus forts aléas, comme par exemple la chirurgie viscérale. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir construire des référentiels qui sont le niveau de performance atteint soit en interne dans l'établissement, soit en externe avec l'ensemble des établissements qui travaillent avec la solution, mais sur des segmentations d'activités qui sont établies sur finalement le geste opératoire et la programmation de ce geste opératoire. On oublie la comparaison public-privé, on oublie la comparaison moins de 4 salles, plus de 4 salles. On a véritablement le souhait de comparer la performance de vacations qui sont peuplées d'activités comparables, et ce qui va donner finalement des leviers et des challenging de performance acceptés par les métiers, puisque ce sont des performances atteintes dans des organisations à activités comparables. Cette première étape, elle va nous permettre de produire un indicateur fiable, un indicateur qui permet de se situer, mais le boulot démarre à peine, en ce sens que les indicateurs qui sont produits, ils doivent vivre, ils doivent être animés, et donc distribués au travers de différents canaux qui vont correspondre à la cible. Vous avez une cible de direction, vous avez une cible, on va dire, d'exécutif de pôle, de chefferie de bloc, évidemment, mais vous avez aussi une distribution qu'il faut organiser à l'échelle des chefs de service, voire même des chirurgiens. Il est capital que vous engagiez un dialogue de gestion avec un niveau d'information qui est équilibré entre vous, animateurs du processus, et les acteurs qui le mobilisent. Donc, on a construit un outil qui assure une bonne diffusion de ces informations à travers 3 canaux, un canal tableau de bord qui synthétise globalement des situations et qui vient être complété par ce qu'on appelle un cube décisionnel qui, lui, va permettre, à partir
peut-être d'une dérive identifiée à l'échelle macro sur un tableau de bord, de pouvoir explorer en croisant et en affinant les analyses dans un cube décisionnel. Bon. Pour ces deux canaux-là, on se rend compte qu'il est nécessaire de se connecter à la plateforme, donc une action proactive de l'utilisateur. On est lucide que si on veut associer l'ensemble des acteurs du bloc opératoire, il faut proposer également des accès aux informations qui ne supposent pas cette action spontanée de leur part. Et donc, on va également adresser un ensemble de rapports PDF joints à des mails qui nous garantissent qu'ils seront consultés par les destinataires. OK, on a diffusé, mais maintenant, il faut aussi faire en sorte que le niveau de maîtrise des indicateurs à l'échelle de l'établissement soit homogène et de bonne qualité. Aujourd'hui, si on faisait un tour de table auprès des participants de ce webinaire sur la définition d'un taux d'occupation de vacation, je crois qu'on aurait des écarts dans les définitions qui sont assez significatifs et donc il est évidemment nécessaire de pouvoir mettre en place une vraie maîtrise méthodologique des indicateurs à partir desquels on pilote le bloc, de façon à ce que chacun en ait la bonne interprétation. Et donc, pour asseoir cette maîtrise-là, nous, Datamento, en complément évidemment de la plateforme de production de ces indicateurs-là, on assure un ensemble de moyens qui permettent cette montée en compétences et de l'installer à l'échelle de l'établissement. Enfin, et c'est aussi ce sur quoi va porter ce webinaire, on a produit un ensemble de supports, on a agrégé un certain nombre d'indicateurs qui viennent soutenir différentes instances. Alors, la gouvernance du bloc opératoire, elle s'établit à différents niveaux. Aujourd'hui, on va parler de la réunion de programmation. Il y a évidemment le conseil de bloc et encore un certain nombre d'instances qui viennent structurer le pilotage du bloc opératoire. Et bien, on a construit une bibliothèque de contenu qu'on met à disposition de ces instances en fonction de leur mission et qui vont justement intégrer cette analyse objective des situations passées pour pouvoir correctement se projeter vers l'avenir. Voilà pour ce qui est de la présentation de Datamento et de Performance Block. Et donc, on va s'intéresser évidemment à la réunion de programmation objet de ce webinaire. Mais en préambule à présenter comment justement des indicateurs peuvent venir soutenir cet exercice-là, je voudrais faire un petit rappel méthodologique sur des définitions générales. Quand on s'intéresse à l'organisation d'un bloc opératoire, l'enjeu, c'est finalement de mettre en regard une activité réalisée, qui sont les interventions, et les mettre en regard de ressources telles qu'elles sont prévues lors de la réunion de programmation. Et ça, ces ressources prévues, c'est les vacations arrêtées à l'issue de la réunion de programmation. Donc, à partir de ce précepte-là, on va construire un certain nombre d'indicateurs et on se rend quand même bien compte que globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en regard du réalisé, l'activité J0, avec une prévision de moyens qui sont les vacations J-7. Quelques définitions. D'abord, ce qu'on appelle le TVO. TVO pour temps de vacations offerts. Le temps de vacations offert, ou TVO, c'est une mise à disposition de moyens pour une activité donnée. Le moyen, c'est une équipe, donc c'est une équipe d'instrumentistes, de circulantes, d'aides opératoires, d'IAD, qui sont mises à disposition d'une activité qui peut être finalement l'activité d'un chirurgien, d'une spécialité, c'est-à-dire que n'importe quel chirurgien de la spécialité est éligible à consommer cette offre de moyens. Ça peut être une activité dédiée à une équipe robotique, par exemple, ou ça peut même être une vacation offerte à de l'urgence non dédiée, c'est-à-dire que globalement, on s'est organisé pour pouvoir avoir une plage d'urgence dans laquelle on va prendre la traumato, le viscéral, l'uro, de façon indifférenciée. Donc là, on est sur la définition de nos ressources, les vacations. Les vacations, elles sont définies sur une plage de temps. Elles démarrent à l'heure à laquelle on s'organise pour accueillir en salle le premier patient et elles terminent à l'heure à laquelle on souhaite avoir terminé l'intervention du dernier patient. En face de ces moyens TVO, on a de l'activité, donc les interventions, qu'on comptabilise sur la durée où cette intervention va consommer la vacation. Et en fait, cette intervention va consommer la vacation évidemment entre l'entrée salle et la sortie salle, mais après l'intervention, il sera nécessaire de faire un nettoyage de la salle et on va rajouter à ce temps d'intervention un temps de bio-nettoyage qui sera comptabilisé dans ce qu'on appelle le taux d'occupation de la vacation quand on va mettre en regard justement cette durée de mobilisation en face de l'offre en moyen. J'ai sur la partie droite de cet écran caricaturé
une journée de bloc assez minimaliste. On va imaginer un bloc de 2 salles et ce jour-là, il est armé avec une seule et unique vacation prévue pour faire de l'orthopédie. On va retrouver à la fois l'offre en vacation sur la colonne de gauche, et puis on va retrouver l'activité de cette même journée sur la partie de droite, où on va retrouver des interventions d'orthopédie dans le même code couleur, donc en vert, mais également on va retrouver une intervention, par exemple, de chirurgie viscérale. Imaginons ce qui a pu se passer ce jour-là. On avait une activité prévue d'orthopédie avec 4 gestes qui étaient arrêtés lors de la réunion de programmation. Et puis, il se trouve que le matin arrive une urgence qu'il va falloir intégrer au programme, d'autant plus qu'on n'a pas de vacation dédiée au viscéral ce jour-là et qu'on n'a pas de vacation d'urgence. Donc, fort de cette information, on va démarrer un peu de façon anticipée notre programme en prenant en charge un premier patient un petit peu avant le début du TVO. Et puis, quand on en est à fermer le patient numéro 2, l'équipe va se séparer en deux pour aller préparer l'installation du patient en salle 2. Je vous rappelle qu'on est sur un bloc qui a 2 salles. On ne l'avait armé qu'avec une seule vacation au regard du programme prévu ce jour-là, mais on va utiliser la souplesse que nous offre le fait d'avoir une salle de disponible pour pouvoir améliorer la rotation de nos gestes et organiser une prise en charge dans une salle parallèle. Ensuite, on va intégrer notre urgence à notre déroulé de programme, cette intervention de 2 heures en début d'après-midi. Et puis, on va terminer notre programme prévu avec une intervention finalement relativement longue qui va générer un petit débordement, débordement lié au fait que j'ai démarré mon geste un petit peu plus tard que prévu, compte tenu du fait de mon urgence. Quand on regarde le déroulé de cette journée-là, qu'est-ce qu'on va comprendre comme par rapport aux définitions que j'ai partagées? On a une offre en vacation dédiée à une activité donnée qui est l'orthopédie. On a des interventions d'orthopédie qui viennent consommer cette vacation et on observe qu'il y a des gestes d'orthopédie, il y a des gestes qui sont à cheval dans la vacation et en dehors de la vacation, ce qui est le cas pour la première et la dernière. Donc, on va avoir un débordement avant le TVO, un débordement après le TVO pour ces 2 gestes-là. On va aussi observer que sur ces gestes d'orthopédie qu'on a associés à notre vacation, il y en a à un moment 2 qui se déroulent en parallèle, mais sur 2 salles différentes. Donc, on va identifier ce qu'on appelle un overbooking. Et on va retrouver une intervention qui est réalisée sans vacation prévue, donc ce qu'on appelle du hors TVO, orphelin de TVO prévu pour cette activité-là. Donc, sur cette journée-là, on va retrouver un TVO, on va retrouver un temps réel d'occupation de notre vacation qui va correspondre aux gestes d'orthopédie qui se déroulent pendant ma vacation, et on va retrouver une partie de débordement avant vacation, overbooking après vacation, et on va retrouver une part d'activité hors vacation. Là, si on regarde le déroulé de ces 2 interventions, l'intervention qui est matérialisée, elle commence à l'entrée salle et elle termine à la fin de bio-nettoyage. Là, ce n'est pas la sortie salle du patient, mais c'est la fin de bio-nettoyage. On a ici l'arrivée du patient suivant. Donc, le temps qui sépare ces 2 interventions s'appelle du temps interpatient. Si notre première intervention avait démarré après l'heure de début de la vacation, on aurait ce qu'on appelle un retard au démarrage. Et si notre dernière intervention avait terminé avant la fin de la vacation, on aurait ce qu'on appelle une fin précoce. Donc, tous ces temps que je viens d'évoquer rapidement sont des temps qu'on appelle des temps de désorganisation. Le retard, le temps interpatient, les fins précoces, débordement et hors TVO. C'est à la fois la part d'une vacation qui n'est pas utilisée pour les activités prévues. Là, en l'occurrence, c'est une part de vacation qui n'est pas utilisée pour l'activité d'orthopédie puisqu'elle a été utilisée pour du viscéral. Ou alors, c'est une part d'activité qui n'est pas réalisée dans le temps de vacation qui est offert. Là, en l'occurrence, les débordements, c'est de l'activité qui est faite sans vacation en face. Donc, ces indicateurs de désorganisation sont des indicateurs qui sont capitaux quand on veut piloter son bloc opératoire et notamment quand on s'intéresse à prévoir l'activité de la semaine suivante à l'occasion de la réunion de programmation. Alors, je vais continuer après ce préambule méthodologique, mais peut-être simplement laisser un petit espace pour poser des questions si c'est le cas, parce qu'il se trouve qu'en déroulant mon diaporama, je ne vois pas forcément ce qui se passe. Donc, j'interpelle Charlet pour savoir si éventuellement il y a des questions qui sont remontées et auxquelles on peut donner un petit peu de temps pour les discuter.
pour le moment, en fait, il y a pas de questions sur ce sujet-là. Après voilà, enfin, de manière assez de façon assez parallèle, je serais assez intéressé de savoir si vous, calculez comme ça vos taux d'occupation de vacation, si vous êtes capable de le faire. Mais, c'est juste pour mon intérêt à moi. Ok, du coup, je vais poursuivre et pour répondre à Charlet, vous pourrez utiliser le chat et éventuellement, on aura l'occasion de revenir sur ces éléments-là. Donc, je vais maintenant me recentrer sur l'objet de ce webinaire, c'est la réunion de programmation. Mais en fait, la réunion de programmation, c'est une première étape d'une démarche plus globale qu'on appelle la planification opératoire et autour de laquelle je vais reprendre quelques définitions. Donc, la programmation, d'abord, c'est l'organisation de la prise en charge de l'activité en général pour la semaine suivante. Elle est structurée en 2 temps. Il y a une programmation prévisionnelle, en fait, au fil des consultations de la spécialité ou du chirurgien. Et puis, il y a un temps arrêté, défini de façon un peu systématique, qui est l'occasion de définir la programmation définitive qu'on fait justement sur cette réunion de programmation ou de réunion ou staff de programmation hebdomadaire. On y revient dans un deuxième temps. Une fois que cette programmation opératoire elle est définie, il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement, c'est-à-dire la définition d'un ordre de passage des interventions qui va s'établir évidemment selon la disponibilité des équipes en salle, en fonction des boîtes d'instrumentation qui vont être nécessaires, des règles d'asepsie, des éventuelles allergies pour organiser des allergies au latex, par exemple, en priorité, etc. On va également préparer la logistique des DMI à l'occasion de ces ordonnancements. Et puis, une fois qu'on a établi un ordre de passage des patients sur la journée, eh bien, on va communiquer ces horaires aux différents services d'hospitalisation qui pourront s'en emparer pour garantir le bon respect d'un jeûne avant l'intervention, pour assurer la toilette en temps et en heure avant le départ au bloc, qui va garantir la mise à disposition de toutes les informations du dossier patient en temps et en heure de la même façon. Enfin, la planification opératoire, elle s'ajuste au fil de la journée avec une cellule de régulation qui va centraliser l'intégration des urgences et des demandes de rajout au programme, qui va ajuster la mise à disposition des RH par rapport à un éventuel décalage de la prévision, qui va optimiser les enchaînements, c'est-à-dire qu'en fonction du déroulé pressenti du programme, réajuster le déclenchement des brancardages par anticipation et puis résoudre des aléas en lien avec les équipes qui sont en salle. Enfin, c'est cette même équipe de régulation qui peut être conduite à décider de la révocation d'un patient en cas de désorganisation. Alors, subie ou même anticipable, c'est d'ailleurs l'objet de ce qu'on va aborder dans la réunion de programmation. Il y a le subi qui tient à une activité d'urgence supérieure à ce qui avait été anticipé. Puis il peut y avoir une désorganisation anticipable au sens où il était prévisible à l'occasion de la réunion de régule de dire au regard des patients inscrits à la vacation de telle ou telle spécialité et des durées moyennes régulièrement observées, on sait que ça va déborder. Voilà, je crois que je vous parle d'un quotidien dans lequel vous vous retrouvez assez régulièrement. Donc voilà pour ce qui est des trois temps forts de la planification opératoire, et donc la programmation est le point de départ sur lequel on va s'intéresser. Quels sont les facteurs clés de succès d'une réunion de programmation? Alors, je vais commencer par un élément assez élémentaire qui mérite tout de même d'être rappelé. Une réunion de programmation, elle doit être définie à fréquence fixe et avec une durée de réunion qui est définie et une mission dont on ne déroge pas. C'est-à-dire que si à l'occasion d'une réunion de programmation, on lève un sujet, ce n'est pas lors de la réunion de programmation d'instruire ce sujet-là. Éventuellement, on peut le reprendre en compte à l'occasion d'un conseil de bloc ou d'un exécutif réduit, etc. La réunion de programmation peut être un espace d'identification et je dirais, de diagnostic, mais pas un espace de définition d'action d'amélioration. Donc, cette réunion de programmation, elle a des interlocuteurs identifiés avec des rôles précis et une légitimité d'arbitrage. Alors, je vais beaucoup insister sur cette légitimité d'arbitrage.
on a eu l'occasion de rencontrer pas mal d'établissements et lorsqu'il est question de présenter un peu, je dirais, la gouvernance générale, mais également le bon fonctionnement de l'équipe de programmation-régulation, on se rend compte qu'il y a parfois des difficultés à mettre ces équipes en autorité par rapport au processus qu'elles sont supposées piloter. Ça veut dire quoi, difficulté d'être en autorité? Ça veut dire que concrètement, vous avez un programme opératoire dont votre expérience vous dit qu'il va déborder, eh bien, s'engage alors une discussion qui échappe souvent à des approches très objectives et très rationnelles, et on est souvent dans un déséquilibre de pouvoir d'autorité entre un chirurgien parfois mandarin et une équipe de cadres qui va devoir se soumettre parce que pas d'appui de direction à la désorganisation imposée par un chirurgien. Alors bien sûr, je force le trait, mais si je force ce trait, c'est parce que à bien des égards, on a eu l'occasion de le rencontrer malgré tout. Donc, une réunion de programmation, elle doit être avec des interlocuteurs identifiés auxquels on accorde une légitimité pour arbitrer les situations qu'on lui demande d'analyser. Sinon, on va retrouver une démobilisation énorme à avoir une réunion de programmation qui sait que la programmation qu'elle organise pour la semaine à venir va être génératrice de désorganisation, donc de stress au travail et d'inconfort pour les acteurs. Et donc, finalement, à force de prendre des portes, on va avoir des acteurs qui se résignent à tout simplement assurer des rôles de secrétariat, de reprendre une liste de patients et de les intégrer au programme. Donc, il est très important, dans l'installation de la gouvernance de l'établissement, de donner de la légitimité et du pouvoir d'action à cette réunion de programmation. Un second facteur clé de succès de la réunion de programmation, c'est de tourner un ordre du jour systématique. La réunion de programmation, elle ne doit pas se limiter à simplement lister les patients qui seront pris en charge la semaine d'après. On vient dans la suite du webinaire creuser un peu ce sujet-là. Il doit y avoir d'autres points à l'ordre du jour de cette réunion de programmation et ils doivent être tournés de façon systématique. Et un autre élément qui doit être produit de façon systématique, c'est un compte-rendu de réunion. Un compte-rendu qui doit être partagé et dans lequel on va retrouver finalement un ensemble de choses qui vont faire état du coup de rétro qu'on a mis sur la semaine passée, qui va les mettre en perspective avec les alertes qu'on avait éventuellement formulées et qui va justement pouvoir objectiver une situation dont on a parfois du mal à se sortir, une spécialité ou un chirurgien qui charge trop ses vacations. Donc, je reviendrai sur ces éléments de communication, mais si on veut à un moment donné rationaliser et objectiver les choses, on doit systématiser également la production d'un compte-rendu de réunion de programmation. Je reviens un peu sur les interlocuteurs qui font partie de la réunion de programmation pour dire qu'idéalement, il faut pouvoir y trouver la représentation des principales activités médicales. Vous n'allez pas mettre un rythmologue ou un stomatologue si ça représente 2 à 5% de l'activité générale. Pour autant, retrouver les principales activités ortho, uro, viscérales, c'est très utile. D'abord parce que ce n'est pas forcément toujours des spécialités qui fonctionnent de la même façon. Et ensuite, parce que la discussion entre pairs et la responsabilisation par une chefferie de service, par exemple, favorise la mise à jour et les ajustements des programmes qui arrivent et qui sont décidés en programmation. Enfin, un dernier facteur clé de succès de ces réunions de programmation, c'est de les préparer en amont. Les préparer en amont d'abord pour anticiper les étonnements. Si notamment vous prenez le temps lors de cette réunion de programmation de passer 5 à 10 minutes sur la revue de la semaine passée, eh bien, ces étonnements, ils ont été à la fois anticipés en partageant les infos en amont, mais ils ont même pu faire l'objet d'une petite analyse pour qu'on puisse en comprendre les raisons. Et l'intérêt d'ailleurs, c'est de se dire qu'on va disposer d'indicateurs de performance organisationnelle très proches de la situation qui s'est produite. C'est-à-dire que quand vous allez regarder des taux de retard au démarrage avec 3 mois de décalage entre la réalisation et la mise à disposition de vos indicateurs,
vous n'allez plus avoir la possibilité de projeter ça sur une situation qui est encore fraîche dans votre esprit. L'intérêt de pouvoir, sur les réunions de programmation, donner un coup de rétro sur la semaine passée, ça va permettre de pouvoir donner des genèses beaucoup plus précises à des situations de désorganisation. Et enfin, préparer ces réunions en amont, ça permet aussi de valider que l'ensemble des informations dont on a besoin pour l'exercice de cette programmation sont disponibles et on ne passe pas du temps à remobiliser de l'information alors qu'on est en cours de réunion de programmation. Voilà pour les quelques facteurs clés de succès de la réunion de programmation. Bonne pratique alors. Encore une fois, je vais avoir une approche un peu différente. C'est-à-dire, là, je vais lister finalement les objectifs de cette réunion de programmation pour voir comment ces objectifs se déclinent dans l'ordre du jour dont je vous avais indiqué qu'on avait un intérêt à le systématiser. Donc, programmation opératoire, quels sont les objectifs? C'est évidemment d'optimiser l'utilisation des ressources. Je reviens à mon introductif méthodologique. Les indicateurs de performance organisationnelle d'un bloc opératoire, c'est la bonne adéquation entre une activité et les ressources pour assurer cette activité. Donc, évidemment, la programmation opératoire a pour objectif d'optimiser l'utilisation des ressources mises à disposition de ces activités. Les ressources, elles sont à la fois ressources humaines, c'est de l'offre en vacation, et puis c'est parfois des ressources immobilières à travers les salles ou du gros matériel. On a quand même aujourd'hui, pour reprendre un terme médical, une prévalence assez forte sur une difficulté à avoir des ressources humaines. L'analyse des ressources immobilières ou des ressources physiques est en général d'une priorité secondaire par rapport à l'analyse des vacations, mais néanmoins, si pour des raisons ou pour des situations assez spécifiques, il est nécessaire de bien suivre l'optimisation des ressources matérielles, c'est évidemment un des objectifs de la réunion de programmation. Elle a également pour objectif de lisser l'activité sur la journée, mais également sur la semaine. Alors sur la journée, c'est-à-dire qu'on a régulièrement observé des courbes d'activité d'établissement au fil de la journée qui dégringolent clairement sur le coup de midi 30, alors que si on regarde le planning de vacation, on retrouve quand même une offre en vacation assez équilibrée entre le matin et l'après-midi. Donc, la nécessité de lisser l'activité sur la journée, mais également sur la semaine. Et alors là, on intervient peut-être plus avec des spécificités, des spécialités où typiquement on a des spécialités qui sont un peu liées aux enfants et pour lesquelles on va avoir une activité plus prononcée le mercredi, qui sont des journées où il est plus facile de prévoir des interventions, ce genre d'approche. Et donc, le dernier objectif de cette programmation opératoire sera de dimensionner et de prévoir l'intégration de l'activité, à la fois de l'activité d'urgence. L'activité d'urgence vitale, elle est en général, elle ne fait pas l'objet d'énormément de questionnements, hein, mais par contre, d'organiser correctement l'activité d'ajout. Et là, pour l'ajout, on va se retrouver finalement avec un élément qui constitue une variable d'ajustement très intéressante parce qu'on n'est plus dans une urgence médicale, on est dans une qualité de prise en charge proposée au patient qui va lui permettre de ne pas cogiter trop longtemps sur une problématique éventuelle, mais de pouvoir avoir effectivement une intervention rapide. Mais si elle doit attendre un jour ou deux pour qu'on puisse la placer à un moment donné où on a identifié qu'on avait une disponibilité, eh bien, on aura tout gagné parce qu'à la fois, on aura donné la satisfaction patient d'une réponse rapide, mais on aura aussi su s'organiser pour pouvoir aller produire cette activité-là au moment où c'était le plus propice au regard de comment mes moyens sont consommés. Une fois qu'on a défini ces objectifs pour la réunion de programmation, eh bien, on va réaborder le sujet de l'ordre du jour. Donc, un ordre du jour systématisé. C'est quoi cet ordre du jour? J'ai voulu le simplifier là en 3 temps. D'abord, un coup de rétro sur la semaine écoulée. C'est ce moment sur lequel je vais donner quelques inputs sur la suite du webinaire. Et évidemment, l'organisation de la semaine à venir, à la limite, j'y viendrai presque très peu à ce moment-là parce que vous avez, vos propres environnements de mise à disposition des programmes, des durées moyennes, selon les logiciels de bloc que vous utilisez, selon les agendas que vous utilisez, etc. Par contre, on s'intéressera à quelles sont les informations qui sont pertinentes à l'occasion de cette programmation de la semaine à venir.
et du coup, pour toujours les consommer avec, en parallélisant les informations de performance de la semaine écoulée. Enfin, on a très régulièrement des établissements qui consacrent la réunion de programmation à la définition de la semaine suivante uniquement. On a observé que quand ces réunions de programmation se donnaient la possibilité d'avoir une vision à plus long terme, à 15 jours, voire plus, c'était extrêmement profitable pour anticiper un bon dimensionnement des ressources humaines, pour mieux animer la gestion de la bourse aux vacations et des vacations qui sont libérées faute d'activité. Alors libérées ou pas utilisées faute d'activité. Libérées supposerait qu'on ait, avec l'anticipation souhaitée par l'établissement, communiqué sur l'annulation. Mais effectivement, globalement, cette vision à 15 jours et plus, 15 jours, 3 semaines, elle permet d'avoir une bien meilleure gestion des vacations vides et de la redistribution des vacations. Enfin, troisième bonne pratique, je l'ai évoqué, c'est diffuser un compte-rendu de réunion de programmation accompagné finalement du planning de TVO pour la semaine à venir. Un ordre du jour systématisé et une revue des indicateurs de la semaine écoulée. Donc, quels indicateurs en réunion de programmation? On va retrouver évidemment pour la semaine écoulée le taux d'occupation des vacations, le taux d'intervention programmée ajouté urgence pour voir quel a été l'effort assumé par la cellule de régulation pour réintégrer cette activité. Faire un zoom sur les indicateurs de désorganisation que j'évoquais tout à l'heure, vacations vides, démarrage tardif, fin précoce, débordement, en vacations, etc. Analyser la qualité de prévision, c'est-à-dire qu'il est important chaque semaine de regarder quelle était la qualité de prévision des spécialités et des chirurgiens quand ils nous ont donné les éléments de faire notre planning de programmation. Ça veut dire quoi? C'est qu'en général, vous avez un geste opératoire avec une durée moyenne. Alors, soit cette durée moyenne, elle est automatiquement proposée en fonction d'un thésaurus par le logiciel. Elle n'est pas toujours déclinée par opérateur, alors qu'on sait très bien qu'on a des opérateurs seniors qui déroulent leurs gestes peut-être plus rapidement qu'un opérateur junior qui monte en compétence sur ces éléments-là. Donc, voilà, il est à un moment donné pertinent de regarder quelle était la qualité de la prévision de la durée opératoire et également de la qualité de la prévision de l'heure d'entrée. On évoquait tout à l'heure que dans notre ordonnancement, on allait communiquer au service d'hospitalisation un certain nombre d'éléments pour organiser le brancardage d'une part, mais aussi la toilette, le jeûne, etc. Et donc, eh bien, il est pertinent de comparer ces heures prévues d'arrivée au bloc et ces heures réelles pour identifier si on a un sujet d'amélioration de cette prévision. On va également suivre le taux de déprogrammation. C'est quoi le taux de déprogrammation? J'évoquais tout à l'heure que une cellule de régulation peut être amenée à révoquer la prise en charge, l'opération d'un patient pour plusieurs raisons. Et donc, c'est important de pouvoir mettre ce taux de déprogrammation en face du reste des performances organisationnelles de la semaine écoulée. Donc ça, c'est la revue des indicateurs de la semaine écoulée. Je vais vous proposer de basculer dans l'environnement Performance Block pour illustrer ces indicateurs. Il y a également, dans l'exercice de la programmation à venir, la nécessité de mobiliser quelques indicateurs. C'est quoi mon volume de vacations pour la semaine à venir? Je le compare à mon volume de vacations pour la semaine passée. Quel est mon volume d'activité qui est programmé? Je le compare de la même façon à ma semaine passée. Et là, au regard des habitudes ou des volumétries de rajout et d'urgence, au regard des performances attendues sur la semaine passée et réalisées sur la semaine passée, eh bien, on va être en situation de pouvoir ajuster le tir et avec ces informations-là, mieux dimensionner les patients qu'on inscrit au programme de la semaine à venir. Je vais quitter ce diaporama pour basculer dans une navigation de 5-10 minutes dans la plateforme. L'idée, c'est que dans 5-10 minutes, je vous passe la main après avoir présenté ce qui me paraissait être intéressant pour illustrer des bonnes pratiques en réunion de programmation. Alors, pour faire ça, je vais partager mon écran une nouvelle fois. Hop.
Charlet, je te vois. Est-ce que tu peux me confirmer que ça se partage correctement? Ça y est, Ça on y a est. ton écran. OK. Donc, euh, on a évoqué Datamento, on a évoqué la solution Performance Block. Dans cette solution Performance Block, il y a évidemment un outil, c'est la plateforme web qui est affichée à votre écran, mais il y a aussi un ensemble d'accompagnements qui permettent de bien maîtriser les indicateurs et de bien en organiser la diffusion. Euh, une fois connecté, là, je me suis mis sur un tableau de bord que j'ai dédié à la réunion de programmation. Et là, j'ai agrégé un certain nombre d'informations qui vont me permettre de faire mon coup de rétro sur la semaine passée. Sur la semaine passée, je vais avoir mon nombre d'heures d'intervention prévues, je vais avoir mon nombre d'heures d'intervention réelles, et donc je vais pouvoir de cette façon-là évaluer quelle a été la qualité de mon estimation des durées opératoires. Dans mon activité réelle, je vais retrouver à la fois l'activité programmée, mais je vais en ressortir l'activité ajoutée et les urgences que je matérialise ici pour pouvoir avoir une bonne représentation graphique des proportions. Pour chacune de mes spécialités, je vais comparer le nombre d'heures d'intervention tel qu'il était prévu et le comparer au nombre d'heures d'intervention tel qu'il a été réalisé. Et dans ce tableau qui est à droite, je vais cumuler l'écart entre le prévu et le réalisé pour observer que, au total, j'avais une différence de prévision où j'ai estimé que mon activité allait durer une vingtaine d'heures de plus que ce qu'elle n'a effectivement duré. Alors, mon exemple, il est parfaitement fictif. Là, sur mes données de démonstration, je n'avais pas l'ensemble des éléments pour les produire. Alors, ça peut vous évoquer quelques petites incohérences. L'idée, c'est plutôt de regarder les indicateurs qu'on peut mobiliser aux finalités d'une réunion de programmation bien conduite. J'ai à la fois là une vision rapide de comment est construite mon activité et quel était l'écart de durée opératoire par rapport à ma prévision. Et puis, je vais rentrer dans mes indicateurs clés. Mon taux activité ressources, qui est un indicateur capacitaire. Je vais regarder quel est mon nombre d'heures de vacation, quel est mon nombre d'heures d'intervention et je vais faire un ratio pour voir si je suis correctement dimensionné. Je ne me soucie pas de savoir si j'ai mis mes vacations au moment où j'avais besoin de cette compétence pour cette activité. C'est très capacitaire et c'est macro. En revanche, le taux d'occupation des vacations, lui, va s'intéresser à savoir si j'ai bien utilisé mes vacations pour les activités pour lesquelles elles étaient prévues. Donc, si là, je vois 48% et que je vous reprojette dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, le 48% ne va pas intégrer le fait que j'ai fait une intervention de 2 heures de viscérale qui, en revanche, sera comptabilisée dans mon taux activité ressources. Enfin, j'ai ce qu'on appelle le taux d'activité en vacation, c'est-à-dire que je regarde tout ce que j'ai fait sur une période donnée et je regarde quelle part de cette activité a été réalisée au moment où j'avais des vacations qui étaient prévues pour faire ces activités-là. Donc là, on est sur nos 3 indicateurs clés. Alors là, ils ont des valeurs qui sont plutôt mauvaises, oserais-je dire, par rapport aux cibles qu'on se donne. On est sur un taux activité ressources en général sur une cible à peu près à 80-85%. Pour le taux d'occupation sur un établissement polyvalent, on cible 75-80% de taux d'occupation et taux d'activité en vacation, on cible 80% en général. Donc là, on se rend compte qu'on utilise assez peu nos vacations. Heureusement, on voit qu'on travaille quand même principalement dans les vacations qui sont prévues pour nos activités. Ça sont nos 3 macro-indicateurs assez classiques qui sont suivis à la fois à l'échelle des réunions de programmation, mais aussi des autres instances. Et puis, on va décliner tout ça dans des indicateurs complémentaires de désorganisation que j'évoquais tout à l'heure, le démarrage tardif, les fins précoces, les vacations vides. C'est quoi les vacations vides? C'est les vacations sans patient parce que la spécialité ou le chirurgien a oublié de communiquer que ce jour-là, il ne travaillerait pas. On a donc en face de ces temps, entre guillemets, improductifs, des temps surproductifs, c'est-à-dire qu'on va retrouver du débordement de l'activité qu'on n'a pas réussi à faire tenir dans la vacation. On va retrouver du hors TVO, c'est-à-dire qu'on va retrouver des activités d'une spécialité alors qu'on n'avait pas de vacation prévue pour cette spécialité à ce moment-là. Alors, ça, ce sont des ratios, ce sont des taux. Ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir faire cette approche à l'échelle des spécialités, pouvoir regarder spécialité par spécialité, l'offre en vacation, le nombre d'heures d'intervention de la spécialité et la part de ce nombre d'heures qui a été réalisé pendant les vacations dédiées à cette activité-là.
Donc là, si je prends l'exemple de l'orthopédie, j'ai 58 heures de vacation d'orthopédie sur ma semaine. J'ai un total de 52 heures d'intervention d'orthopédie, donc je suis plutôt bien dimensionné entre mes moyens et mon activité. En revanche, ce que j'observe, c'est que sur ces 52 heures d'intervention d'orthopédie, eh ben, il y en a seulement 37 que j'ai réussi à réaliser au moment où j'avais des vacations d'orthopédie. Donc voilà comment vous allez lire ça par spécialité avec l'agrégation de ces éléments-là en cumul sur la partie gauche. OK, on a de l'activité en vacation, on a de l'activité en débordement de vacation, on a des temps de vacation qu'on n'utilise pas complètement. Comment est-ce que ça fonctionne? J'ai envie de dire que il faut refuser la double peine. Il faut refuser le démarrage tardif et le débordement. Vous allez avoir ici sur ce tableau-là une synthèse qui va pour chaque spécialité présenter l'écart entre le début de la vacation et l'heure d'entrée du premier patient. Donc là, quand il est positif, on est sur des retards au démarrage moyens, enfin cumulés là, de 22 minutes sur cette spécialité. Et puis sur le deuxième histogramme d'une même spécialité, vous allez analyser l'écart moyen entre la sortie du dernier patient et la fin du TVO. C'est-à-dire que si on est, comme dans l'exemple ici, à moins 30 minutes, ça veut dire qu'on a un débordement de 30 minutes avec un dernier patient qui est sorti 30 minutes après la fin du TVO. Alors qu'on avait 22 minutes de retard au démarrage. Donc, typiquement, là, on est sur une spécialité où on a cumulé à la fois du retard à démarrer, mais également on a généré du débordement, ce qui est, je dirais, la priorité pour éviter de mobiliser au mauvais moment nos ressources humaines. Là, si je prends d'autres spécialités, on va beaucoup plus retrouver la logique de retard au démarrage, mais également de fin précoce. Donc finalement, un dimensionnement de vacation qui n'est pas optimisé. Et là, si je reprends cet exemple de la chirurgie viscérale, eh bien, je vais l'observer ici avec finalement cinquantaine d'heures de vacation, mais à peine 40 d'activité. Donc, comme on le voit ici, la majorité de l'activité de viscérale est réalisée dans les vacations, on va retrouver un retard au démarrage et une fin précoce assez significatifs. On a évidemment, pour des raisons de rapidité d'accès à l'information, synthétisé l'ensemble de ces détails par spécialité et pour chacun des indicateurs de désorganisation dans un tableau. Et puis, parce qu'on est souvent très attaché à regarder le démarrage des programmes, on a également dans ce tableau de bord construit une synthèse jour par jour de la semaine passée, des top horaires d'entrée en salle, d'induction du premier patient, d'incision du premier patient. Et donc, on va pouvoir rapidement identifier que sur certaines situations, on a soit attendu un chirurgien, attendu un anesthésiste ou un patient qui n'est pas venu et observer un retard au démarrage significatif. L'idée, c'est que vous êtes proche de l'événement et donc vous avez les raisons de leur survenue et donc vous allez pouvoir, dans le compte-rendu que j'évoquais comme étant une des bonnes pratiques de la régulation, pouvoir tracer cette situation. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation de ce tableau de bord. C'est un tableau de bord, mais il n'est pas une vérité universelle. Le tableau de bord, il doit aussi se construire en fonction de vos prérogatives et vos spécificités. Et donc, à partir d'une proposition, on peut être amené à concevoir des ajouts ou même retirer des éléments qui ne sont pas prioritaires chez vous. J'en viens au compte-rendu. J'en viens au compte-rendu qui est finalement l'exercice au travers duquel vous allez donner un peu de crédit, si je peux dire, à l'action de la cellule de programmation. J'ai eu beaucoup de chefs de bloc qui m'ont expliqué la situation classique d'une réunion de régule à l'occasion de laquelle ils identifient qu'un programme va déborder, que, comme je l'évoquais tout à l'heure, la discussion avec la spécialité ou le chirurgien est compliquée et que finalement, résigné, on accepte sous argument contestable de maintenir cette programmation. Le compte-rendu de la semaine suivante, le compte-rendu de la semaine qui suivra, il va faire quoi? Il va regarder qu'il y a eu une alerte sur la programmation de ce chirurgien, que malgré l'alerte, l'activité a été maintenue,
qu'on observe que pour cette situation, on a eu un dimensionnement de la durée opératoire prévue largement sous-dimensionné, j'ai envie de dire presque pour truquer la possibilité d'intégrer le geste au logiciel de bloc. Et on va se retrouver à lire que pour cette spécialité, la semaine passée, on a eu un débordement significatif. Et donc, si vous arrivez à mettre en perspective tous ces éléments-là lors d'un compte-rendu d'une réunion de programmation qui est diffusée, eh bien, vous allez commencer à installer une objectivation de la situation et vous ne serez plus, entre guillemets, le chef de bloc hystérique qui est venu râler parce qu'une fois de plus, il y a trop de programmes. Et donc, un peu cette condescendance que vous pouvez vivre quand vous essayez d'aller ajuster une situation au regard de votre expérience, eh bien, vous allez la rendre beaucoup plus crédible avec ces éléments formalisés. En même temps que j'évoquais ça, j'ai manqué de vous donner un élément très opérationnel pour pouvoir mettre ces éléments-là en perspective d'un planning. En fait, dans notre solution, vous allez avoir la possibilité finalement de regarder c'est quoi le déroulé de ma journée pour en arriver là. Et le déroulé de ma journée pour en arriver là, vous allez le retrouver finalement pour chaque jour. Moi, là, les indicateurs que je vous présentais dans le tableau de bord sont les indicateurs de la semaine 50. On suppose qu'on est le jeudi de la semaine 51 et qu'on fait la revue de la semaine écoulée. Eh bien, en fait, pour chaque journée, vous allez retrouver l'offre en vacation, vous allez retrouver les interventions réalisées et puis vous allez finalement retrouver le visuel qui a conduit à avoir les chiffres que vous observez. Et donc, c'est une mise en forme d'information qui viendra compléter l'analyse que vous ferez de la semaine écoulée. Hop. Je régénère mon tableau de bord de programmation dans lequel on retrouve ces éléments-là. Donc voilà, vous les parcourez sur les 5 jours de la semaine où on va effectivement observer nos vacations vides, nos retards au démarrage, des fins précoces significatives, comme c'est le cas ici, par exemple, pour ma vacation de viscérale ou ma vacation d'ORL. Écoutez, voilà ce que je voulais présenter sur ce webinaire. Je vois que j'ai, comme d'habitude, parlé plus longtemps que je ne l'avais prévu, mais c'est peut-être l'occasion de vous avoir donné à réfléchir et peut-être nous poser quelques questions. Donc encore une fois pour les questions, donc vous pouvez aller sur l'onglet conversation ou questions-réponses, l'un comme l'autre, on y répondra. Et je rebondis juste en fait sur l'animation en fait qu'a proposé Thomas. Donc voilà, vous avez bien compris que dans l'idée, il faut pouvoir préparer de manière récurrente son tableau de bord pour pouvoir travailler beaucoup plus rapidement. J'ai mon tableau de bord qui est identique toutes les semaines que je vais suivre, et suite à quoi je vais créer ce rapport, ce compte rendu avec des points spécifiques de dysfonctionnement que je souhaite évoquer et faire remonter auprès des personnes concernées. Alors, je vois, nous utilisons HMBlock et nous avons TVO, TROS, débordement, tout est calculé. Donc, je vous évoquais parmi les clients avec lesquels on travaille, il y a le CHU de Lille, CHU de Lille qui est équipé de la solution HMBlock et qui a fait le choix de travailler avec nous pour pouvoir aller au-delà des indicateurs proposés par HM. Alors là, typiquement, le premier commentaire que je peux faire, c'est quand vous listez les indicateurs produits, vous évoquez un TVO et un TROS. Il se trouve que je ne suis pas du tout à l'aise avec cet indicateur-là qui va être à la fois un amalgame de l'analyse de la disponibilité matérielle, la salle, et de la disponibilité RH, la vacation. En fait, nous, on met en face du TVO, on met ce qu'on appelle un TROV, un temps réel d'occupation de la vacation, comme je vous le rappelle aux fondamentaux méthodologiques. Finalement, basiquement, si je reviens à l'écran que je vous présentais ici, si je prends cette situation, je cherche une journée un peu plus éloquente pour le matérialiser. Je ne sais pas si je vais trouver ça facilement. Globalement, si je sais où je peux aller trouver ça, peut-être sur une autre date. Donc non, c'est l'effet des mots. Je reviens
à mon année 2015. En pratique, quand vous avez plus de salles que vous n'avez d'équipes pour les armées, les indicateurs TROS sur TVO posent vraiment problème. Imaginez que sur cette journée-là, sur cette journée-là de rythmologie, vous avez la possibilité de délocaliser une partie de votre activité en salle 3. La salle 3, on voit qu'elle n'est pas armée. Mais pour autant, pour améliorer la rotation des patients, on peut être amené à décliner notre activité de rythmo sur 2 salles. Si vous faites ainsi, vous allez avoir un TROS sur TVO qui va être biaisé, d'une part parce que là, dans salle 3, vous n'allez pas matérialiser de TVO et donc vous aurez un dénominateur nul. Et puis, vous allez dire, bon, le taux d'occupation de ma vacation de rythmo, c'est le taux d'occupation de la salle 1. Sauf qu'au numérateur, vous aurez oublié tout ce que vous aurez délocalisé en salle 3. La problématique de cet indicateur TROS sur TVO, c'est qu'elle fait un amalgame entre une disponibilité matérielle qui est définie par la charte de bloc, où on va dire qu'une salle, du lundi au vendredi, elle travaille de 8h à 18h, par exemple, et une offre en vacation qui ne va pas forcément couvrir l'ensemble de l'amplitude de la salle. Donc, évidemment, c'est un indicateur qu'on produit, le TROS sur le TVO. C'est probablement le premier indicateur qu'on appelle nos clients à ne plus suivre. Donc, voilà ce que je peux évoquer par rapport Là, c'est à assez éloquent sur la salle 6 et la salle 7, finalement, parce que là, justement, l'appairage, la notion de l'appairage est importante. On voit en fait qu'on a la maxillo qui va suivre le programme de viscéral. Si on calcule l'occupation de la salle, on va en fait noter qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont liées à cette salle-là, qu'on pourrait vouloir rattacher au viscéral, alors qu'en fait, non, il y a un tiers du programme qui est fait par la maxillo, qui initialement devait être fait en salle 7, mais pour une raison qu'on ignore, c'était fait dans l'autre salle, donc rattaché à la vacation. Alors, ce qu'évoque Charlet, c'est une spécificité qu'on a développée depuis une 10-15aine d'années, qui est ce qu'on appelle l'appairage intervention-vacation. L'idée, c'est de pouvoir reconstituer la journée en disant cette intervention, elle est peut-être dans cette salle-là, mais a priori, elle a été assurée par cette vacation-là parce que c'est une vacation d'ortho et c'est un geste d'ortho, parce que c'est une vacation d'urgence non dédiée et que notre intervention, c'est une urgence. Donc, on va avoir un système de scoring, sans rentrer dans le détail, qui va proposer l'association entre les interventions et les vacations, ce qui fait que là, quand je survole ma vacation, je vais mettre en évidence les interventions qui lui sont associées. Et là, on va voir que si on survole ma vacation offerte au docteur Ratière, je lui associe une intervention qui a consommé l'équipe qui était mise à disposition, alors même que, bien que l'équipe soit prévue en salle 7, l'intervention est en salle 6. Donc ça, c'est un élément qui fait qu'aujourd'hui, les indicateurs de Datamento sont acceptés par les utilisateurs du bloc. Et donc je rebondis sur ce que dit, monsieur Privat où qui nous dit que HM fait effectivement bien le TROV sur TVO. On confirme, on a bien vu, hein, qu'ils ne faisaient pas que le TROS, qu'ils font également le TROV sur TVO. Voilà, après nous, on se permet de douter de la fiabilité des données produites, compte tenu de la notion que Thomas vient d'évoquer. Madame Raclot nous demande si, on revoit de manière synthétique, les dossiers des patients opérés la semaine suivante dans le cadre d'une réunion de régulation. Donc là, nous, on s'est concentré sur l'aspect purement, organisationnel et ce qui nous concerne, nous, notre métier, donc la donnée. On n'est pas vraiment légitime pour parler, des aspects, médicaux. On n'est pas médecin et on prétend pas l'être. Mais, on sait que dans certains établissements, ce sont des choses qui se font à ce moment-là ou qui peuvent se faire, dans le cadre d'une autre réunion. Mais, effectivement, ne serait-ce que pour la hiérarchie des passages au bloc opératoire, faire cette revue-là pour voir que, Oui, comme oui. Cet exercice-là, il est essentiel en réunion de programmation. Et effectivement, comme le dit Charlet, c'est absolument pas de notre compétence. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est présenter comment des chiffres peuvent être au service de cette réunion de programmation. Mais évidemment, quand vous allez arbitrer, peut-être d'ailleurs le fait de sortir un patient du programme parce que ça ne tient pas, vous allez très certainement le faire au regard d'informations médicales et très certainement aussi en interaction avec la spécialité concernée. Thomas, tu vas avoir une question méthodologique que tu adores. Donc c'est, voilà. Est-ce qu'on peut préciser comment est-ce que nous calculons le taux de débordement? Alors, je crois que je partage encore mon écran, même si je suis parti de la fenêtre. Alors, le taux de débordement, ça va être la part en débordement après la vacation divisé par le nombre d'heures de vacation. Donc, je vais me mettre sur une journée où il y en a. C'est une journée, c'est une journée où il y en a, parce que le docteur Meurice, là, il a travaillé
de 8h jusqu'à 16h56, alors que normalement, il avait une vacation qui terminait à 13h. Comme vous le voyez, là, quand je survole la vacation du docteur Meurice, je mets en évidence à la fois de l'activité en salle 7, mais aussi en salle 4. Ça vient illustrer notre discussion de tout à l'heure. Le taux de débordement, finalement, on va prendre l'heure de sortie, l'heure de fin de remise en état de la dernière intervention, mais on n'intègre pas le temps de ménage pour la dernière intervention, on appelle ça la fermeture salle. Et donc, on va prendre la différence entre 13h et 17h56, là en l'occurrence 4h56, divisé par 5 heures de vacation. Donc là, on est sur une vacation où on aura énormément de débordements, mais on est aussi d'ailleurs, si on regarde mon premier indicateur qui est le taux activité ressources, on se rend bien compte que le nombre d'heures d'intervention du docteur Meurice ce jour-là, il est très supérieur à son nombre d'heures de vacation. Donc là, typiquement, je dois avoir quelque chose de l'ordre de 10 heures d'intervention, j'ai quelque chose de l'ordre de 5 heures de vacation, donc j'aurai 200% de taux activité ressources ce jour-là pour ce docteur-là. J'aurai 100% d'utilisation de la vacation, heureusement, j'ai envie de dire, et j'aurai quelque chose comme 100% de débordement parce que je vais diviser 5 heures de débordement par 5 heures de vacation offertes. Et là, tu peux expliquer pourquoi ça reste justement rattaché à la vacation et qu'on ne passe pas sur du hors TVO, par exemple? Parce qu'il n'y a pas d'autres vacations qui soient éligibles pour accueillir cette C'est pas pour moi, activité-là. j'ai compris, hein, c'est pour voilà, donc Il y a pas, il y a d'abord le souhait d'essayer d'attacher les vacations, pardon, ces interventions réalisées par le docteur Meurice, finalement, on pourrait les associer à des vacations d'orthopédie tout venant, même d'urgence non dédiée, à la limite, pourquoi pas. Mais il se trouve qu'on n'a trouvé aucune vacation qui permettait d'accueillir cette activité. Donc, on a considéré qu'elle était faite en prolongement de l'activité du matin, avec des durées entre deux patients qui sont inférieures à 45 minutes et qui nous font considérer que c'est un déroulé de programme. Si on avait eu un écart significatif, par exemple une intervention qui termine à 13h55 et celle d'après qui recommençait à 16h45, on aurait eu trop d'écart entre la fin de l'intervention et le début de la suivante pour considérer que c'était un déroulé de programme. Et cette dernière intervention aurait considéré, non pas été considérée en débordement, mais en hors vacation orphelin. Il n'y avait pas de vacation prévue pour accueillir cette activité-là à ce moment-là. donc on pouvait pas l'intégrer en débordement, pour le coup. C'est ça. Donc voilà, c'est entre autres ce qui nous distingue des logiciels comme HM ou comme, Mblock ou comme, enfin peu importe. C'est ces aspects, méthodologiques et ces compréhensions des fonctionnements tout à fait particuliers du bloc opératoire. Alors, je vois à la suite de la question, même si le débordement est supérieur à 60 minutes ou que le débordement de l'intervention concerne une intervention qui n'a pas démarré dans le TVO. Alors, si l'intervention n'a pas démarré dans le TVO, on en revient à ce que j'évoquais. Est-ce que ça s'est fait dans un déroulé de programme? Sachant qu'on définit aussi un démarrage de la permanence de soins dans les paramétrages, qui fait que même si à la limite c'est dans la continuité d'un programme, si on voit que ça commence dans la plage de permanence de soins, notre algorithme va non pas rattacher l'intervention en débordement, mais la considérer en hors vacation. Et votre référence à 60 minutes, c'est une référence à ce que l'ANAP appelle le débordement restreint. Alors, ce n'est pas un concept qu'on a réintégré. Nous, on a le souhait de dire ça, c'est assuré par l'équipe matérialisée au planning, donc c'est du débordement. Ça, c'est assuré par une équipe de garde, donc ça ne viendra pas être associé à la vacation et pas comptabilisé dans le débordement. Profitez que Thomas soit là pour lui poser des questions méthodologiques, c'est sa marotte et il sera en plus meilleur que moi. Et donc, comme je le précisais dans les questions-réponses, pour ceux qui seraient intéressés d'avoir ces notions méthodologiques, des descriptions, ou des formules, vous me laissez votre mail et je pourrais vous envoyer ça. Eh bien, pour ma part, c'était le premier, je crois, webinaire que j'assurais, Charlet. Je ne savais pas si j'arriverais à durer une demi-heure. Charlet m'avait dit, bah si, évidemment, comme d'habitude. Bon, en tout cas, on espère que vous y avez trouvé un intérêt à rester d'une part, des éléments qui pourront vous être utiles d'autre part, et pourquoi pas le souhait de continuer à discuter avec nous et voir comment on peut vous accompagner dans ces fonctionnements. Je vais rester, ouf, on a des pouces, on a des clap-clap, c'est beau. Merci. J'ai jamais autant de choses moi. C'est peut-être ta veste qui fait la différence. Je crois. Tac, 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 on a encore une question. Donc ceux qui ont encore des questions, voilà, on va rester, on n'a pas d'impératif. L'outil peut-il être utilisé pour 2 blocs avec 2 logiciels différents, Cardio Report et Bloc Prod?
Oui, on peut, sans Oui, aucun oui, souci. sans difficulté. On peut se connecter d'une part à des C'est sources d'ailleurs YouTube. régulièrement le cas. J'ai envie de dire que on trouve régulièrement des établissements qui ont plusieurs blocs, avec un bloc en dos qui n'est pas équipé de la même suite logicielle que le bloc principal, ou dans une situation où on va faire appel à des informations du logiciel d'anesthésie qu'on n'a pas ailleurs. Donc oui, ça c'est véritablement l'implémentation technique de notre solution, mais sans difficulté, on sait faire ça. Eh bien, merci à tous. Et je vais juste en profiter pour, si je trouve ça rapidement, vous mettre le lien de la chaîne YouTube sur laquelle il y a les précédents webinaires. Comme ça, vous pourrez jeter un coup d'œil à d'autres thématiques, qui devraient pouvoir vous intéresser éventuellement. Donc juste le temps de faire 3 clics et vous y aurez accès. Si j'y arrive. J'arrive pas. De toute façon, je pense que tu as la possibilité de maintenir le contact avec les participants. Donc, Oh, je manquerai pas de les solliciter, de les enquiquiner. Hop, voilà. bah, écoutez, il me Alors, reste à tac, tac. vous. Performance block permanalise au mois, comme je l'ai dans mes rapports, mais comment fait-on pour zoomer à la semaine? Bah, ça, en fait, on Ah, pourra c'est, monsieur Desnoyers, en fait, de J'ai Mangé l'établissement, qui travaille avec nous. alors, en fait, effectivement, on a plutôt l'habitude d'avoir des diffusions produites pour les conseils de bloc, et donc on est sur une maille du mois. Sur l'analyse à la semaine, on travaille. Alors, je vais repartager l'écran rapidement pour préciser où est-ce qu'on a ces lisibilités-là. Si je vais par exemple dans un indicateur que j'ai réagrégé dans mon rapport, je pourrais décliner ça par semaine en allant chercher dans mes déclinaisons possibles une notion de semaine. On va le filtre d'ailleurs sur ma semaine, et je vais pouvoir comme ça observer comment un indicateur évolue au fil de mes semaines. Et donc, ben, moi, dans l'exercice de ce webinaire, j'ai fait un zoom, un filtre sur la semaine 50, mais évidemment, quand on est sur une période plus étendue et plusieurs semaines sont concernées, alors dans ce cas, on va utiliser la déclinaison par semaine pour pouvoir mettre en forme selon les attendus. Et donc, pour nos clients, n'hésitez pas, vous avez l'habitude de pouvoir, réserver, des rendez-vous avec nous, donc vous pouvez le faire pour qu'on évoque avec vous ces sujets-là, aussi bien méthodologiques que de conception de rapports au tableau de bord spécifique. On se rendra disponible avec plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste à vous souhaiter un bon week-end, parce que c'est de tradition du webinaire du vendredi. Et on espère que tout ce qu'on s'est partagé vous donnera envie d'implémenter des choses chez vous, et pourquoi pas entretenir des échanges avec nous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir.